En décembre 2022, le corps d'une femme est retrouvé démembré dans la forêt par des chasseurs. La police cherche son identité pendant des mois. La raison pour laquelle ça leur a pris autant de temps, c'est que cette femme est déjà considérée comme morte et incinérée depuis longtemps par ses proches. Je vais vous raconter son histoire. Cette vidéo est sponsorisée par Alara, une marque que je suis super fière de vous présenter puisque leur concept est juste génial. Déjà, ils proposent des vêtements qui sont à la fois stylés, fonctionnels et surtout confortables, mais en plus, ils luttent contre la surproduction. En effet, les vêtements sont créés à la demande et ils imaginent chaque pièce en fonction des retours de la communauté. En tant que maman de jeunes enfants, je passe mon temps à courir partout, à me mettre debout, à grimper, à me mettre au sol, à porter des trucs lourds, enfin bref, c'est un vrai casse-tête de trouver des vêtements qui soient adaptés à ce mode de vie et qui soient à la fois jolis et féminins. Eh bien, Alara répond parfaitement bien à cette problématique. Je vais vous présenter tout de suite les pièces phares du printemps. Notez bien qu'avec mon code JESS8, vous avez 20% de réduction sur toute la collection et avec mon code JESS9, vous avez cette fois 10 € offerts pour 99 € d'achat sur le site français uniquement. Tous les vêtements que je vais vous présenter dans cette vidéo sont listés dans la description, donc n'hésitez pas à vous y rendre s'il y a une pièce que vous aimez et que vous voulez retrouver sur le site de Alara. Allez, on commence tout de suite avec la combinaison de soirée. Regardez à quel point on est bien dedans. Le tissu est très élastique, je pourrais même faire du sport avec si je le voulais, et il y a même des poches. Mais surtout, cette combinaison cache un petit secret. On peut aller faire pipi avec sans avoir à se déshabiller. C'est vraiment révolutionnaire. Je vais la porter à un mariage cet été et ça sera vraiment top pour pouvoir danser et m'amuser toute la nuit. Maintenant voici le baggy asymétrique, un jean pas comme les autres puisqu'en plus d'être hyper moderne, son tissu est élastique pour un confort optimal et il est infroissable. Pour finir, je vous présente le pantalon tailleur. Pour mes petites femmes d'affaires, vous allez adorer. Encore une fois, on est sur un tissu élastique, on se sent hyper bien dedans. Taille haute pour le style, c'est une tenue de travail que vous aurez envie de remettre le week-end. Dites-moi dans les commentaires quel vêtement Alara vous avez préféré, quelle tenue a eu votre cœur. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour la combinaison puisqu'elle m'a réconciliée avec ce type de vêtements. Elle a toutes les qualités, coupe flatteuse, pratique et confortable. Je précise que les vêtements Alara sont disponibles dans de multiples tailles et couleurs et que vous pouvez même choisir la longueur de vos pantalons. Ça, c'est génial pour les filles qui sont très grandes ou très petites. Pour commander, vous avez le lien en description et n'oubliez pas qu'avec mon code JESS8, vous avez 20% de réduction sur toute la collection et avec mon code JESS9, vous avez 10 € offerts pour 99 € d'achat sur le site français. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi aux États-Unis pour vous raconter une histoire digne d'un film. Tous les détails de cette affaire sont plus hallucinants les uns que les autres et il y a également une petite part de mystère. Vous allez voir. Tout commence par la naissance de Mindy Meban en 1982. Elle est le premier enfant de ses parents et elle fait la joie de sa famille avec son intelligence et sa joie de vivre. Ses parents ont un deuxième enfant, un fils, Frank, quelques années plus tard, et puis un petit dernier arrivé par surprise en 2004 qu'ils appellent Matthew. Mindy est très proche de sa famille et malheureusement je n'ai pas beaucoup d'informations sur son enfance, mais en tout cas à l'âge adulte elle est restée très proche de ses frères et de ses parents, ce qui prouve qu'il y a une bonne harmonie familiale et qu'ils ont été des parents aimants. Après le lycée, elle se lance dans des études en sciences politiques, un sujet qui la passionne. C'est une étudiante dynamique et souriante qui s'intéresse à tout, qui aime également faire rire les autres, donc elle a beaucoup d'amis en plus d'être appréciée de ses professeurs. Mindy est fidèle en amitié, elle a des amis d'enfance qui la suivent depuis toutes ces années et qui sont très chère à son cœur. Elle obtient son master avec des notes excellentes, comme tout au long de sa scolarité, elle a toujours eu une excellente moyenne, et elle décroche un super boulot comme secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats de Washington DC. Mais Mindy cache en elle un petit côté fleur bleue, c'est-à-dire qu'elle rêve de faire un travail pas pour l'argent, mais pour se sentir utile, aider les autres. Et elle rêve également de rencontrer le grand amour.
Alors elle quitte son boulot, pourtant stable et très intéressant, pour travailler dans des associations à but non lucratif et elle rencontre l'amour en 2015 sur un site de rencontre. Il a tout du prince charmant. Il s'appelle Nicolas Cassotis et après avoir été officier dans la marine, il a travaillé dans la cybersécurité au Pentagone avant de finir avocat pour la JAG. Pour faire simple, c'est la justice militaire. Un très beau CV donc, rien que ça. Et en plus de ça, cet homme est très sociable, très sûr de lui. On a l'impression qu'il connaît absolument tout le monde. Il a une belle aura et on imagine aisément comment Mindy a pu tomber amoureuse de lui. Ils sont tous les deux d'ailleurs très amoureux, Nicolas aussi, et ils se marient en 2016. Entre eux, c'est une évidence. Immédiatement après leur mariage, ils se mettent à la recherche de leur maison idéale afin d'y construire leur nid et d'avoir des enfants. C'est le plus grand rêve de Nicolas. Il essayait d'ailleurs déjà avec son ex-femme, Heather, mais malheureusement, elle était atteinte d'un SOPK, une maladie hormonale qui lui empêchait de tomber enceinte facilement. Qu'ils ont essayé pendant des années sans succès. Forcément, quand il rencontre Mindy, il n'a qu'une envie, c'est de reprendre les essais bébés et de devenir enfin papa. Les années passent, Mindy lâche l'associatif pour revenir travailler en entreprise, tandis que Nicolas quitte l'armée. Or, il travaille encore pour eux, mais en tant que civil, en tant que réserviste, et à côté de ça, il travaille également dans une entreprise privée dans la cybersécurité, donc pareil que ce qu'il faisait pour le Pentagone, mais cette fois-ci en entreprise. Son but est d'accéder à une vie plus stable pour pouvoir être plus proche de Mindy et voir grandir ses futurs enfants, puisque dans l'armée c'est compliqué. Il a été déployé plusieurs fois à l'étranger, Il a été envoyé au Moyen-Orient et il a travaillé également en Italie, donc là il a envie de pouvoir vraiment être présent. Mais en 2018, un événement survient qui fait basculer leur équilibre et leur bonheur. Nicolas découvre d'abord que des sommes d'argent disparaissent de son compte en banque sans qu'il ne sache pourquoi. Ensuite, c'est son courrier qui est volé. Il reçoit également des mails avec des menaces de mort. Et puis, sa maison est vandalisée, ses pneus sont régulièrement crevés. Donc là, il commence à s'inquiéter, il se rend compte qu'il y a un problème. Et la première chose à laquelle il pense, c'est que ça a un lien avec son travail pour le Pentagone, puisqu'à l'époque, il a eu accès à des dossiers un petit peu sensibles. Donc il se dit qu'un groupe étranger est sûrement à l'origine de ce harcèlement et qu'ils veulent tout simplement l'éliminer ou lui faire peur. Surtout qu'à l'époque, son nom a été cité dans le Washington Post. Donc c'est assez facile pour n'importe qui de savoir qu'il a travaillé pour le Pentagone et de savoir ce qu'il faisait pour eux. Alors c'est un peu complexe, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. En fait, pendant la guerre en Afghanistan, les soldats donc, qui étaient sur place, les soldats américains, avaient des alliés locaux, et notamment un policier qui a été accusé d'avoir agressé sexuellement des enfants. Il y a un de ces enfants, un adolescent, qui s'est vengé. Et pour se venger, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tiré sur des soldats américains et il en a tué plusieurs. Une affaire dramatique, forcément, ça devait se régler en interne. L'armée garde pas mal de choses secrètes sur ce qui se passe en opération, mais il y a un officier donc de ce corps d'armée qui a envoyé des emails avec son adresse personnelle et ces emails ont été rendus publics. Donc tout le monde a été informé de tout ça. Le problème, c'est que ça a fait scandale puisqu'on a découvert que l'armée avait un peu protégé ce policier, puisque c'était un allié, au lieu de condamner ses actions, et les militaires qui n'étaient pas d'accord et qui ont essayé justement de lutter contre ces agressions sexuelles ont, eux, été punis. Donc forcément, gros scandale. Et Nicolas Cassotis, quel est son rôle là-dedans ? Eh bien, tout simplement, vu qu'il travaillait à la JAG, il a dû participer au procès, tout ça. Donc forcément, il a été interrogé par des journalistes pour savoir exactement ce qui se passait, s'il pouvait avoir des informations. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, il y a déjà des histoires d'emails classifiés aux États-Unis qui font scandale par rapport aux élections, etc. On va pas rentrer là-dedans, c'est pas vraiment lié à notre affaire, mais en tout cas voilà, c'est déjà un sujet sensible, donc forcément Nicolas se dit, il y a mon nom qui est sorti, à ce moment-là c'était un sujet sensible, il y a forcément des gens qui ont peut-être retenu mon nom et qui aujourd'hui veulent me faire payer, même si je suis pas directement liée au problème. Du coup il ne va pas voir la police, puisqu'il se dit que ce n'est pas un souci que la police va régler, c'est plutôt un problème au niveau gouvernemental. Et il est très rapidement mis en contact avec le FBI, et plus particulièrement avec un agent du FBI qui s'appelle Jim McIntyre,
qui toque à la porte et qui lui dit qu'il a entendu parler justement de ce problème et qu'il veut personnellement veiller déjà à enquêter sur ce qu'il se passe exactement, mais également veiller à la protection de Nicolas et de ses proches. Cet agent lui explique qu'il va devoir suivre des règles strictes. Il lui dit clairement qu'il est en danger de mort, que les personnes qui s'en prennent à lui sont peut-être des terroristes, on ne sait jamais, donc il faut faire très attention et il va devoir obéir au doigt et à l'œil à Jim McIntyre s'il ne veut pas qu'il lui arrive malheur. À partir de là, Jim McIntyre se met à prendre le contrôle total de leur vie. Mais vraiment, c'est hallucinant. Il prend le contrôle de leur compte bancaire, donc ils ne peuvent plus dépenser leur argent comme ils le souhaitent. Tout l'argent qui rentre, c'est Jim qui a accès au compte et c'est lui qui décide, oui, vous pouvez l'utiliser pour ci, pour ça. Ils ne peuvent plus non plus sortir de chez eux librement. Donc bien sûr, ils doivent sortir par exemple pour aller travailler, mais par contre, avant de rentrer, ils doivent envoyer un message pour demander est-ce que c'est bon, c'est safe, je peux rentrer. Et en fait, les seules sorties qu'ils font en dehors des sorties, on va dire obligatoires, c'est sortir leur chien. Mais ils le font la nuit, cachés à l'arrière de la maison. Ils doivent également communiquer uniquement via une application mobile qui s'appelle Signal, qui est une application mobile qui crypte les messages, et les messages sont également effacés rapidement une fois qu'ils ont été lus, j'imagine, je connais pas cette application. Et pour les emails, ils doivent passer par ProtonMail. Alors j'avais fait une sponsor avec eux, je sais pas si vous vous en souvenez pour ceux qui me connaissent déjà. Mais en tout cas, voilà, Proton, c'est un VPN qui propose plein de services, dont des emails cryptés, donc des emails que personne ne peut lire à part leur destinataire. Ils doivent également supprimer leurs réseaux sociaux, ils ont interdiction de parler avec des inconnus, et leur courrier est envoyé à une adresse secrète, puis contrôlé par Jim avant de leur être remis. Mais le plus contraignant, là où déjà vous devez vous dire c'est une folie, mais il y a encore pire. Ils vont devoir régulièrement déménager. En fait, dès que Jim McIntyre sent qu'il y a une menace, que peut-être leur adresse a fuité ou quelque chose, il va leur dire « Ok, maintenant vous déménagez ». C'est lui qui décide quand, c'est lui qui décide où, et ils doivent faire ça en un temps record. Donc en fait, il leur dit « Là, maintenant, tout de suite, vous déménagez ». Ils doivent faire leur bagage et partir dans la journée. Et à chaque fois, ils doivent déménager assez loin. Ils ne peuvent pas déménager dans le même quartier ou dans la même ville. Ils les envoient carrément dans un autre état. Et ils se mettent comme ça à déménager en boucle. À chaque fois, ils ne savent pas combien de temps ils vont rester dans l'état où ils atterrissent. Ils dorment dans des motels, dans des Airbnb. Forcément, Mindy est contrainte de quitter son travail et elle se met à vivre dans la peur la plus totale, puisqu'elle est persuadée que si elle met un orteil dehors, elle va se faire assassiner. Donc les seules sorties qu'elle s'autorise, c'est sortir son chien, mais comme je vous ai dit, il faut qu'elle fasse ça la nuit, cachée derrière un bâtiment. Et en dehors de ça, elle voit plus ses amis, elle fait plus aucune activité, enfin, elle fait plus rien, quoi. Elle est vraiment enfermée chez elle, 24 heures sur 24. C'est terrible. Après avoir enchaîné les maisons, les Airbnb, les hôtels, ils atterrissent dans un nouveau Airbnb, une maison qui se trouve à Savannah, en Géorgie. Et là, pour le coup, ils vont y rester un petit peu plus longtemps. Parce que ça fait déjà un moment qu'ils sont en cavale, qu'ils n'arrêtent pas de bouger. Là, ça s'est un peu calmé, voilà. Jim McIntyre leur dit que le harcèlement, c'est calmé. Visiblement, la personne n'a pas réussi à suivre leurs traces jusque-là. Donc, ils peuvent s'installer un petit peu plus longtemps. Ils sont rejoints dans cette maison par les parents de Mindy, Frank et Betsy, puisque voilà, ils ont un intérêt à vivre ici également. Il y a Frank qui doit subir des opérations, donc ça l'intéresse d'être à Savannah pour être pas loin de l'hôpital. Et puis en plus, sa femme a trouvé du travail très facilement à Savannah, donc voilà, ils se mettent à habiter tous ensemble dans ce Airbnb. Et il y a une très bonne ambiance, ils s'entendent tous très bien les uns avec les autres. Nicolas est quelqu'un de très serviable, il aide son beau-père quand il a des soucis de santé, il l'aide même à aller à la salle de bain, aux toilettes s'il a besoin. Enfin, pour vous dire, vraiment, il y a une très bonne relation, il y a très peu de disputes. Quand il y a des disputes, c'est vraiment des trucs minimes, quoi. Il n'y a jamais de gros scandales ou quoi que ce soit. Par contre, forcément, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Betsy et Frank sont également mis au courant de la situation et doivent, eux aussi, répondre à toutes les exigences de Jim McIntyre, à savoir, voilà, tout ce que je vous ai déjà dit, notamment envoyer uniquement des messages par l'application Signal, demander l'autorisation de rentrer à la maison quand ils sortent, ce genre de choses. Bon, je vous ai dit qu'il y avait une bonne ambiance dans le sens où tout le monde s'entend bien, mais l'ambiance est quand même bien évidemment tendue puisqu'il y a beaucoup de peur et de stress. Ils sont persuadés d'être comme cachés, d'être en danger de mort, que s'ils ne respectent pas les règles imposées par Jim McIntyre, ils vont se faire assassiner. Enfin, c'est terrible. Donc forcément, vous imaginez bien que
C'est pas facile au quotidien, il y a beaucoup d'angoisse. Bon, Nicolas, lui, est très occupé, puisqu'il travaille de très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Il travaille, comme je vous l'ai dit, dans la cybersécurité pour une entreprise privée. Et c'est Jim qui lui a trouvé un boulot en télétravail, comme ça il peut rester à la maison. Il est sur son ordinateur portable toute la journée. Quant à Mindy, alors... elle a du mal à retrouver du travail en étant chez elle. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle lance son podcast, un podcast qui s'appelle Compelling Woman, dans lequel elle met en avant des histoires de femmes inspirantes. Mindy, c'est vraiment une girl's girl, elle veut mettre les femmes en valeur. C'est super, donc elle se lance vraiment avec passion dans ce podcast. Ça lui permet au moins d'évacuer un peu le stress et de passer le temps. Elle a trouvé une activité qui lui convient depuis la maison, puisqu'elle ne peut pas faire grand-chose. Et pour vous dire à quel point elle a peur, sa nouvelle maison à Savannah se trouve dans le même quartier qu'une amie d'enfance à elle, quelqu'un avec qui normalement elle est très proche. Eh bien, elle n'a même pas dit à cette amie qu'elle avait emménagé là, tellement elle ne compte pas sortir de chez elle. Elle a sûrement peur que cette amie lui demande « Bah tiens, est-ce que ça te dit qu'on aille boire un verre ?» puisqu'elle sera contrainte de toute façon de dire non. Cependant, malgré la situation, étonnamment, Mindy et Nicolas comptent toujours avoir un bébé. Malheureusement, Mindy fait une fausse couche en 2021, mais en été 2022, elle a de nouveau une belle nouvelle à annoncer, puisqu'elle a une petite fille qui grandit dans son ventre. Les futurs parents et grands-parents sont aux anges. Mais la grossesse ne se passe pas parfaitement bien, puisque depuis le début de l'année, Mindy enchaîne les problèmes de santé. Elle attrape plusieurs fois quelque chose qui ressemble au Covid, elle s'est pas fait tester puisque de toute façon elle sort pas de chez elle, donc elle pensait que c'était comme un gros rhume, mais en vrai les symptômes étaient tellement forts que c'était plus qu'un rhume, et Nicolas pense qu'elle a attrapé le Covid, et puis elle fait également des crises un peu bizarres où son corps se met comme à trembler sans qu'elle puisse faire quoi que ce soit, et elle a comme les yeux un peu révulsés, c'est quand même assez flippant. Et puis en novembre 2022, alors qu'elle est enceinte de 8 mois, elle est dans son 3e trimestre, à la fin de sa grossesse, elle fait de l'hypertension. La tension, c'est quelque chose qui est vraiment bien surveillé pendant les grossesses. De l'hypertension pendant une grossesse, ça peut être dangereux. Et elle se sent vraiment hyper mal, à tel point qu'à certains moments, elle ne peut même plus marcher. Elle reste alitée toute la journée. Vous savez qu'aux États-Unis, qui dit novembre dit Thanksgiving, une fête très importante pour les Américains qu'on fête généralement en famille, et Betsy et Frank décident de la passer cette année-là avec leur petit dernier Matthew, puisque celui-ci a décidé de faire une bonne action, un petit travail en fait pour Thanksgiving. Il aide à préparer des dindes avec son équipe de baseball, donc Betsy et Frank ont décidé de le rejoindre et de l'aider. Donc, il laisse Mindy et Nicolas en amoureux, et vu que Mindy ne se sent vraiment pas bien, elle ne fait pas grand-chose finalement à Thanksgiving, elle reste se reposer, mais bon, ça lui fait du bien de se retrouver comme ça, un peu seule, en amoureux, avec le papa de son bébé, et ils font quand même un bon repas pour Thanksgiving. Mais à leur retour, Betsy et Frank constatent avec étonnement que leur fille ne se trouve plus dans la maison. Nicolas est en train de visiter des maisons le week-end de Thanksgiving, puisqu'il compte encore déménager avec sa femme. Je vous ai dit que là, il se trouve dans un Airbnb, ce n'est pas une solution à long terme, donc l'idée c'est de trouver un petit cocon, une maison dans laquelle s'installer avec leur futur bébé. Mais alors qu'il est comme ça en train de visiter les maisons, il reçoit un appel de Mindy qui lui dit qu'elle se sent vraiment mal, que sa santé s'est encore dégradée, qu'elle n'est pas très rassurée et qu'elle a envie d'aller voir son médecin. Donc elle compte se rendre à la maternité pour qu'on lui fasse un check-up santé, pour qu'on voit voilà ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle se sent aussi mal. Donc bon, Nicolas se dit ok, elle est entre de bonnes mains, il continue ce qu'il a à faire, mais il reste quand même en contact avec elle par SMS pour s'assurer que tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, il ne reçoit plus de messages de sa part, elle ne répond plus. Et peu de temps après, il reçoit un appel du médecin de Mindy qui lui dit qu'il faut absolument qu'il vienne à la clinique immédiatement. Nicolas se rend dans cet hôpital en pensant qu'on va simplement lui dire qu'il faut qu'il ramène sa femme à la maison, qu'on lui explique un petit peu ce qui se passe, mais pas du tout. Quand il arrive, le médecin lui annonce de manière extrêmement froide que sa femme est morte. Elle se trouvait dans la salle de bain de sa chambre d'hôpital quand elle a fait un AVC. Malheureusement, les infirmières n'étaient pas présentes à ce moment-là, et quand elles sont arrivées dans la chambre et qu'elles ont découvert Mindy, il était trop tard. Le bébé qu'elle portait n'a pas non plus survécu.
Nicolas est tellement choqué et bouleversé, à juste titre, on imagine la stupeur. Il devait simplement retrouver sa femme, elle devait accoucher bientôt, il apprend qu'elle est décédée, c'est horrible. Donc forcément, il est dans un état de choc tel qu'il ne pense pas à poser des questions au médecin. Il ne sait pas trop quoi dire, donc il demande simplement s'il peut voir Mindy. Et le médecin refuse, prétextant qu'il va y avoir une autopsie de réaliser, ou en tout cas des analyses sur le corps, quelque chose comme ça. Nicolas se charge d'annoncer cette terrible nouvelle aux proches de Mindy, et notamment à ses parents. Et là, vous allez voir qu'on a une histoire qui, si elle était déjà folle, le devient encore plus. Et on se demande comment tout le monde a pu y croire. Alors pour les amis de Mindy, à la rigueur, pourquoi pas, puisque ça faisait des années qu'ils avaient très peu de contact avec elle et qu'elle était cachée chez elle toute la journée. Donc bon, on peut comprendre qu'ils ne posent pas forcément énormément de questions, ils ne connaissent pas hyper bien Nicolas, ils sont peut-être pas à l'aise pour lui demander plein de choses ou quoi que ce soit. Mais bon, pour les parents par contre de Mindy, c'est tellement bizarre, puisqu'ils vivent avec le couple. Ils les connaissent, ils sont très proches de leur fille, en tout cas selon leur dire. Donc pourquoi ne pas poser plus de questions que ça ? C'est trop bizarre. Bon, ils se demandent quand même forcément comment c'est possible que Mindy meure alors qu'elle était à l'hôpital entre les mains des médecins. Et ils évoquent carrément l'idée d'engager un avocat pour avoir des réponses, puisque Nicolas leur dit que le médecin n'était pas très coopératif, ne répondait pas trop, n'a pas trop expliqué quoi que ce soit, donc ils ont l'impression qu'il leur cache peut-être quelque chose. Mais du coup, Nicolas, qui lui-même et avocat, leur dit écoutez, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, je vais trouver un avocat, je vais faire la lumière sur tout ça, etc. Mais en fait, il n'y a jamais eu d'avocat. Bon, je précise quand même, c'est important, que Mindy avait réellement des problèmes de tension, puisque ses parents l'ont vue avant de partir rejoindre leur fils Matthew, et effectivement, elle était mal. Ils ont vu qu'elle avait du mal à marcher, qu'elle était vraiment pas bien, donc bon, ça c'est vrai. Par contre, une fois arrivée à l'hôpital, elle est censée être surveillée comme le lait sur le feu. C'est une femme enceinte qui fait de l'hypertension. Il n'y a pas un seul monde dans lequel les médecins ne l'auraient pas laissée sous surveillance. C'est impossible qu'elle ait pu comme ça se balader dans sa chambre d'hôpital, aller faire pipi et puis se retrouver à faire un AVC. C'est trop bizarre. Je pense qu'il lui aurait même dit de ne pas se lever de son lit et qu'elle devait sonner quand elle avait besoin de faire pipi ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça encore à la rigueur, ok, les erreurs médicales, ça existe. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est ce qui est arrivé au corps de Mindy, puisque je vous ai dit que le médecin a refusé que Nicolas voie le corps, mais derrière, forcément, les parents de Mindy ont peut-être envie de voir son corps ou quelque chose, donc Nicolas, il va bien falloir qu'il ait des réponses. Donc il recontacte le médecin qui lui dit qu'elle a été incinérée, à l'hôpital, comme ça, sans que la famille ait donné son accord. C'est complètement invraisemblable, et en plus, ce médecin lui répond qu'il n'est pas en mesure de lui donner les cendres de Mindy. Franchement, ça ne tient pas du tout debout, Déjà, il n'y a pas d'incinération dans les hôpitaux, ça se fait dans un funérarium, et puis en plus, pourquoi est-ce que l'hôpital aurait brûlé le corps de Mindy comme ça n'a aucun sens, mais allez savoir pourquoi. Les parents de Mindy gobent tout ce que leur dit Nicolas. Ils y croient, ils ne se posent pas plus de questions que ça. Je précise quand même que ce sont des personnes croyantes qui n'attachent pas une grande importance à l'enveloppe corporelle. En tout cas, c'est l'explication qu'ils ont donnée de pourquoi ils ont cru Nicolas à ce moment-là. Ils ont simplement dit que voilà, pour eux, c'était pas si important que ça de voir son corps. Pour eux, ce qui est important, c'est l'âme humaine. Et pour eux, à ce moment-là, leur fille étant déjà morte, elle est partie au paradis. Donc voir son corps, ça n'a pas grand intérêt. Cependant, il n'y a pas non plus de funérailles, ce qui est aussi très étrange, Et Nicolas leur dit, écoutez, je vais m'en occuper, on va faire une petite cérémonie tous ensemble où on se recueille, un truc intimiste, on va pas inviter grand monde, mais voilà, ça permettra au moins de rendre hommage à Mindy, etc. Sauf qu'on n'a jamais vu la couleur de cet événement, il n'a jamais rien fait. Et là encore, personne ne se pose de questions, personne ne prévient la police, personne n'enquête. C'est trop bizarre. Je précise qu'en plus de ça, puisque c'est pas encore fini, Nicolas est incapable de donner le nom de la clinique dans laquelle ça s'est passé. Il ne se souvient pas non plus du nom du médecin à qui il a parlé, et il est également incapable de fournir un certificat de décès. À ce moment-là, Frank doit subir une opération de la hanche. C'est important, c'est prévu depuis longtemps. Donc quelques jours seulement après la mort de sa fille, il doit quitter la maison avec sa femme, et ils ont prévu de s'installer pendant 3 mois dans un autre logement qui se trouve plus près de l'hôpital, puisque forcément après une opération de la hanche, il va pas être trop en forme. Donc ils ont prévu comme ça de partir, ils le font, ils partent, ils laissent Nicolas seul dans la maison. Et à leur retour, à leur grande surprise, Nicolas n'est plus là.
Comme Mindy à l'époque, il a disparu. Bon, lui est encore joignable, ils ont quelques contacts avec lui par SMS et par email, mais c'est vraiment pas grand-chose, il leur parle pas énormément, il leur explique vaguement qu'il est parti régler des soucis personnels. En fait, il raconte à tout le monde qu'il a été adopté et qu'il l'a découvert tardivement, en fait, pendant sa relation avec Mindy. Il a décidé de couper les ponts avec ses parents avec qui il avait déjà des soucis depuis l'enfance, et ses parents ne l'ont pas accepté, se sont mis à le harceler. C'est ce qu'il raconte. Et donc là, il explique à ses beaux-parents qu'il a trouvé sa mère biologique et qu'il compte partir la rencontrer pour la première fois. Il leur dit qu'en plus de ça, il a aussi d'autres soucis personnels à gérer et il ne sait pas s'il reviendra un jour à Savannah. Par contre, il n'a pas envie de les mettre dans l'embarras, il n'a pas envie de leur créer des soucis, donc ils peuvent garder le Airbnb et il continue à payer de sa poche. Enfin, c'est Jim qui gère les comptes en banque et qui va continuer à payer pour ce Airbnb afin qu'ils puissent y rester autant de temps qu'ils le veulent. En février 2023, Betsy et Frank reçoivent un email qui leur a été envoyé par l'entreprise de Nicolas. Et il leur annonce que Nicolas a eu un très grave accident de voiture et qu'il est actuellement entre la vie et la mort. Il est carrément sous respirateur artificiel. Ils ne savent pas s'il va s'en sortir. Donc forcément, Betsy et Frank, qui sont quand même attachés à lui, ils ont vécu avec lui pendant des années, ils le connaissent bien, ils l'adorent, demandent à le voir. Ils veulent lui rendre visite à l'hôpital. Mais quand l'entreprise leur répond, ils leur apprennent que Nicolas est à son tour décédé. Pour eux, l'histoire s'arrête là. En l'espace de quelques mois, ils ont perdu leur fille et leur gendre dans des circonstances un peu mystérieuses. Il n'y a jamais de funérailles ni rien, mais ils y croient. On va revenir un peu en arrière. On revient au 2 décembre 2022, puisqu'à cette date, des chasseurs ont découvert dans la forêt un corps de femme démembrée. En fait, ils n'ont trouvé que le buste, un buste sans tête et sans jambes, qui gisait au sol dans un marécage. Ils appellent la police, forcément, et la police découvre le reste du corps. Ils trouvent les jambes qui, comme le buste, ont été posées comme ça dans le marécage, et ils trouvent également la tête qui, elle, a été enterrée. Ils découvrent également à proximité du corps un couteau, ainsi que des lingettes. L'autopsie révèle que la femme a reçu un coup de couteau dans le ventre, et qu'elle a également reçu une dizaine de coups très violents au niveau de la tête. Mais impossible de déterminer exactement la cause de sa mort. Et rien de ce qui est retrouvé sur place ne permet d'identifier cette femme, ni son tueur. Les policiers essayent quand même de l'identifier, mais n'y parvenant pas, ils ont une idée. Ils décident de faire réaliser un portrait de cette femme par un artiste, et ce portrait est largement diffusé dans les médias, dans l'espoir que quelqu'un la reconnaisse et puisse l'identifier. Et un jour, 5 mois après la découverte de ce corps, ils reçoivent un appel très intéressant. Une femme pense avoir reconnu la femme du dessin. Et la femme qui appelle la police, c'est Heather, la première femme de Nicolas, qui dit aux policiers qu'elle est persuadée que cette femme sur le dessin est Mindy, la deuxième femme de son ex-mari. Les policiers doivent maintenant vérifier cette information, ils ne peuvent pas se contenter des dires d'Heather, donc ils vont voir Betsy, la maman de Mindy, et ils lui demandent un petit peu d'ADN. Ça match. La femme retrouvée démembrée dans la forêt est bien sa fille, Mindy. Il est plutôt clair qu'elle n'est absolument pas morte d'un AVC à l'hôpital et que son corps n'a pas été incinéré. Nicolas a raconté n'importe quoi. D'ailleurs, il remarque également qu'elle est morte aux alentours de Thanksgiving. Ils ne peuvent pas dater précisément sa mort, mais probablement qu'il n'y a pas eu de bon repas en amoureux avec Nicolas à Thanksgiving et qu'elle était déjà morte au moment où tout le monde faisait la fête. D'ailleurs, quand il a annoncé qu'elle venait d'être admise à l'hôpital à cause de sa tension, c'est clair et net qu'elle était déjà morte puisque c'était le 1er décembre. Son corps a été retrouvé le lendemain, le 2 décembre, et comme je vous l'ai dit, ça faisait déjà quelques jours qu'elle était morte quand les chasseurs l'ont découverte. C'est un énorme choc pour les proches de Mindy, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a 5 mois qui se sont écoulés entre la découverte du corps et l'identification de Mindy. Donc en fait, quand on leur apprend que leur fille vient d'être découverte, démembrée dans les bois, eux, dans leur tête, ça fait 5 mois que leur fille est morte à l'hôpital d'un AVC. Donc ils ne comprennent pas, ils sont complètement perdus, ils disent mais comment c'est possible ? Elle a été incinérée, là vous me dites qu'elle est retrouvée démembrée, enfin ça ne tient pas debout. Et quand Betsy et Frank disent aux policiers, comme ça au détour d'une conversation, que son mari lui aussi est mort malheureusement,
Bien, les policiers leur répondent « mais pas du tout. Nicolas est en vie ». Donc là, ils commencent à comprendre que Nicolas les a bernés du début à la fin. Bon, il est temps de vous dire toute la vérité sur cette histoire complètement folle. Et je commence par le fameux Jim McIntyre qui n'existe probablement pas. Alors je dis probablement parce qu'au final, c'est vrai qu'on n'a pas une preuve formelle que Nicolas n'était pas réellement en contact avec un type qu'il manipulait et qui lui racontait n'importe quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais retrouvé cette personne et qu'on n'a pas non plus de preuves qu'il existe. En tout cas, au FBI, personne ne s'appelle Jim McIntyre et la seule personne qui porte ce nom-là dans la région est un petit papy qui vend des implants dentaires et qui n'a clairement pas le profil. Cependant, en interrogatoire, Nicolas continue de tout mettre sur le dos de ce fameux Jim McIntyre. C'est simple, tout ce que les policiers lui demandent de suspect, qu'est-ce que vous faisiez à tel endroit, est-ce que c'est vous qui avez fait ça, nanani, à chaque fois il répond mais c'est pas moi, c'est Jim McIntyre, c'est lui qui m'a demandé de faire ça, c'est lui qui a fait ci. Tout est de la faute de ce monsieur dont on n'a jamais retrouvé la trace. Ça paraît quand même plutôt évident que Nicolas a tout simplement inventé l'existence de cet homme de toutes pièces. Surtout que quand il a été retrouvé par la police, Nicolas était en train de se la couler douce dans le Missouri avec sa nouvelle femme, Samantha, une femme qu'il a commencé à fréquenter, enfin en tout cas avec qui il a commencé à discuter pendant que Mindy était encore en vie, donc pendant sa relation avec Mindy, et il a épousé Samantha très peu de temps après la mort de Mindy. Fait très choquant, le jour où il annonçait la mort de Mindy à ses proches, donc le 1er décembre, il leur a annoncé ça en larmes, comme si lui-même venait de découvrir qu'elle était morte. Donc il a très bien joué son rôle, puisque tout le monde a cru qu'effectivement il était bien un veuf éploré. Eh bien, le même jour, il portait un giga bouquet de fleurs à Samantha pour lui prouver son amour. Samantha, en plus de son activité principale, est également romancière. Elle a vendu plusieurs romans, elle a été publiée. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Nicolas, puisque celui-ci est passionné par l'écriture et il publie des fictions sur Reddit avec un pseudonyme Nick Morfox. C'est principalement des thrillers et des histoires d'horreur, c'est surtout ça sa passion. Et c'est donc sur Reddit qu'il rencontre Samantha, avec qui il commence un petit peu à parler par message privé. Et ce qui a fait craquer Samantha, c'est l'histoire larmoyante que lui a servi Nicolas, puisqu'il lui explique qu'il est veuf, qu'il est terriblement triste, qu'il a été très affecté par la mort de sa femme et de son bébé qu'elle portait, et que ça fait donc 2 ans qu'elle est morte. Il lui explique qu'elle avait une maladie cardiaque et que sa grossesse a empiré ses soucis cardiaques, et elle a fini par succomber donc d'une crise cardiaque. Je précise que tout ça a été raconté à Samantha alors que Mindy était encore tout ce qu'il y a de plus vivant, et qu'elle vivait sous le même toit que Nicolas. Mais ce n'est pas le seul mytho qu'il a raconté, loin de là, vous avez l'habitude depuis le début, vous avez bien vu que ce type est un mythomane, c'est pas possible de le décrire autrement. Donc il a raconté qu'une des fictions qu'il a publiées sur Reddit a attiré l'entreprise Sony qui lui a proposé la somme de $400 000 en échange des droits de cette histoire pour l'adapter en film, tellement elle était incroyable. Alors cette histoire est toujours disponible sur Reddit, je vous mets le lien en description si jamais vous voulez aller la lire, mais personnellement je trouve pas qu'elle soit si géniale que ça pour mériter $400 000. Et il utilise du coup cette histoire pour dire voilà comment j'ai pu me faire de l'argent, on m'a payé pour cette fiction qui était juste sensationnelle. C'est d'ailleurs assez hallucinant puisque cette histoire s'appelle « Ma belle-mère m'empoisonne » et j'ai découvert pourquoi. Et la fameuse belle-mère de cette histoire s'appelle Betsy, comme la mère de Mindy. Mais puisque cette histoire est fausse et que Nicolas était visiblement fauché comme les blés, comment a-t-il pu faire pour se faire passer comme riche auprès de ses proches et pour payer des Airbnb hyper chers, puisque le dernier Airbnb dans lequel il était, celui de Savannah, lui coûtait quand même $4 500 par mois. Alors oui, il disait travailler pour une entreprise, etc., mais ça aussi, c'était faux, je vous en parlerai ensuite. Donc en fait, comment il a eu de l'argent ? Eh bien, c'est tout simplement une ancienne collègue qui lui en a prêté parce qu'elle a eu pitié de lui. Il lui a raconté cette fameuse histoire de harcèlement par un groupe terroriste, de Jim McIntyre qui avait gelé ses comptes et qui avait la main mise dessus. Et en fait, il lui a raconté ça de manière tellement convaincante que cette femme l'a cru. Je sais pas pourquoi tout le monde croit ce type. J'ai l'impression qu'il peut raconter tout ce qu'il veut
tout le monde gobe, c'est hallucinant, c'est vrai qu'il est très sûr de lui, il a du bagou, mais bon, quand même. Donc cette femme qui est pourtant très intelligente, qui est officier dans l'armée, le croit et lui prête carrément la somme de 198 000 $. C'est énorme. Et il s'est en fait servi de cette somme pour payer les Airbnb, etc. Et cette femme n'a jamais revu un seul centime de cette somme. Tant qu'on est sur le thème de l'argent, Nicolas doit également 1,5 million $ à son ex-femme Heather. C'est sur décision du juge, ça a été décidé au moment de leur divorce. Et elle non plus n'a jamais reçu un seul centime de sa part. Sauf que cette décision est officielle, ça a été acté au tribunal, donc il a l'obligation de payer cette somme à Heather. Et au moment où il rencontre Mindy, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Si jamais il est arrêté, il pourrait bien perdre définitivement son métier d'avocat et ne plus avoir le droit de l'exercer. Heather a été un peu surprise de voir que son ex-mari ne payait pas cette somme, puisqu'à la base, ils s'étaient séparés en très bons termes. Ils étaient même restés en contact par rapport à leurs chiens, puisqu'ils avaient 2 chiens en commun. Donc ils se donnaient régulièrement des nouvelles de ces chiens-là. Et pendant leur relation, Nicolas ne faisait que se vanter d'être multimillionnaire. Il disait même posséder une fortune de 32 millions $. Donc pour lui, 1,5 million, qu'est-ce que c'est ? Et pourtant, bizarrement, il n'a jamais payé. Alors est-ce qu'il s'agissait encore d'un mensonge et qu'en réalité, il est fauché ? Eh bien oui, tout à fait, c'est ce qui se passait. En tout cas, ça peut possiblement expliquer cette histoire de Jim McIntyre. C'est vrai que c'est pas forcément très glorieux d'aller crier sous tous les toits qu'on est un escroc et un voleur et qu'on est recherché par la police parce qu'on refuse de payer une certaine somme d'argent à notre ex-femme. D'ailleurs, il avait présenté Heather à Mindy comme une espèce de folle qui en avait après son argent et qui n'avait pas supporté le divorce, ce qui est complètement faux. On peut alors imaginer que Nicolas était en cavale, qu'il ne voulait pas se faire arrêter par la police et qu'au lieu de dire la vérité, il a préféré inventer cette histoire à dormir debout, cette histoire à la James Bond, pour mettre un peu aussi d'action dans sa vie, puisque ça ne devait pas être facile pour lui après tous les métiers un peu hallucinants qu'il a exercés, puisque ça c'est vrai qu'il a vraiment travaillé pour le Pentagone, pour la JAG, et également il a été officier, il a travaillé partout dans le monde, enfin il a vraiment eu une carrière très impressionnante, donc j'imagine que se retrouver d'un coup dans le civil, ça devait peut-être un peu peser sur son moral, donc peut-être oui qu'il a inventé ce mensonge pour mettre un peu de peps et d'action dans sa vie, sauf que du coup il a vécu comme un misérable pendant des années, parce que comme je vous le disais, il avait pas d'argent, puisqu'il disait non, je peux pas, Jim McIntyre ne veut pas que je touche à mon argent, il restait enfermé chez lui, enfin c'est juste horrible comme vie, et il a rendu malheureux ses beaux-parents et sa femme Mindy, qui eux aussi étaient obligés de rester enfermés. Enfin, c'est quand même une folie de s'infliger ça volontairement. Bon, ça, c'est une hypothèse, il a jamais dit oui, c'est ça qui s'est passé ou quoi que ce soit. Lui continue de dire que toute cette histoire est vraie. Donc bon, voilà, à vous de vous faire votre propre avis à ce sujet. Je viens de vous dire qu'il vivait donc comme un misérable, mais vous n'avez pas encore tous les détails, puisque carrément pendant un temps, il a squatté avec Mindy, donc chez son grand frère Frank. Il s'appelle comme le papa, mais c'est pas la même personne. Le frère qui est carrément policier, c'est quand même une dinguerie. Ils ont squatté donc chez lui pendant un temps, sauf que ce frère-là, il a un enfant, il a sa femme, donc clairement, ça l'arrangeait pas trop d'avoir des parasites à la maison. Je suis désolée pour eux de dire ça comme ça, mais concrètement, il avait beau dire travailler, il ne versait pas un seul centime à Franck. Il ne payait même pas pour l'électricité, les courses ou quoi que ce soit. Il vivait vraiment à ses crochets, alors qu'il était censé recevoir un salaire. En donnant comme explication, bah oui, mais c'est Jim McIntyre, il veut pas que j'accède à mon compte, il veut pas que je te donne de l'argent. Toujours cette histoire de dingue. Et pourquoi il a inventé ça ? Eh bien tout simplement puisque le job qu'il disait exercer sur son ordinateur toute la journée en télétravail n'existe pas. Les policiers lui ont demandé quel était le nom de cette entreprise. Il n'a jamais été capable de le donner. C'est quand même très bizarre. Il leur a dit « Oh, c'était un nom qui finissait par Apis, un truc comme ça, mais ils ont changé de nom plein de fois, donc je sais pas trop, je me souviens plus. » Donc au final, les emails que Betsy et Frank ont reçus pour annoncer sa mort ont été envoyés par lui-même qui se faisait passer pour cette entreprise
fictive. Et forcément, Frank a fini par le mettre à la porte en leur disant de se débrouiller, qu'ils ne pouvaient pas continuer comme ça à payer tout pour eux. Et c'est comme ça qu'ils ont encore déménagé et qu'ils ont fini par atterrir à Savannah. Mais passons maintenant à ce qui nous intéresse réellement, c'est-à-dire le meurtre de Mindy et surtout le mobile, puisque là, jusque-là, vous ne savez pas pourquoi il l'a tué. C'est vrai que c'est assez étrange, puisqu'ils avaient, en tout cas selon Betty et Frank qui vivaient avec eux, qui les côtoyaient au quotidien, une belle relation. Eux sont persuadés que jusqu'au bout, Mindy était folle amoureuse de son mari, et lui aussi avait l'air amoureux, ils avaient l'air très heureux, ils ne se disputaient pas ou très peu, ils attendaient une petite princesse pour février, ils étaient sur un petit nuage, tout avait l'air de se passer à merveille. Alors pourquoi est-ce que Mindy est retrouvée démembrée dans la forêt, visiblement par son mari ? Ça n'a aucun sens. Alors vous allez me dire, si, il y a un mobile qui est évident puisqu'il avait une autre femme dans sa vie, une maîtresse. Alors oui, certes, mais au moment de la mort de Mindy, il n'y avait rien de sérieux avec Samantha. C'était juste un flirt. Et encore, ils discutaient juste ensemble par message privé, ils flirtaient légèrement, mais c'était vraiment très léger. Il n'était pas fou amoureux d'elle, il n'y avait vraiment aucune raison à ce moment-là de tuer Mindy. Elle n'était pas comme un frein à sa relation ou quoi que ce soit. Et puis surtout, il aurait tout simplement pu la quitter, divorcer. Il y a 2 hypothèses qui sont un peu plus solides, et on va commencer par la première. C'est l'hypothèse selon laquelle il aurait voulu changer de vie, repartir à zéro, puisqu'il commençait à se perdre dans ses mensonges. Vous imaginez bien qu'à force de raconter n'importe quoi à tout le monde, on commence à faire des erreurs, les gens commencent à avoir des doutes, et là on se dit mince, tout le monde risque de réaliser que je suis un gros mytho, ça va pas le faire. Et on a vu qu'il y a eu une fuite après la mort de Mindy, puisqu'il s'est fait passer pour mort. Il a cessé de communiquer avec Betty et Frank. Il est parti vivre dans un nouvel état avec Samantha. Et au moment où il était avec Samantha, il a arrêté avec ses histoires de McIntyre. Ça, c'était fini. Il vivait des journées normales avec elle au grand jour. Donc, on a l'impression vraiment qu'il y a une volonté de changer de vie. D'ailleurs, il a aussi changé de nom à cette époque. Il ne se faisait plus appeler Nicolas Cassotis, mais Nicolas Stark. Alors, il aurait tué Mindy déjà pour changer de vie, mais aussi, peut-être, parce qu'elle commençait à poser des questions. Peut-être qu'elle a commencé à le cuisiner, peut-être qu'elle a découvert quelque chose. On ne sait pas, malheureusement, elle n'est pas là pour nous le dire, mais c'est la première hypothèse. Et d'ailleurs, puisque je vous parle de sa nouvelle vie avec Samantha, il lui a raconté des histoires complètement différentes à elle, puisque forcément, il a fallu quand même qu'il justifie de certaines choses, notamment de ses déménagements de ces dernières années. Donc, ce qu'il lui a raconté, c'est tout simplement que après qu'il ait coupé les ponts avec ses parents, son père s'est mis vraiment à le harceler de manière très intensive, à chercher où il vivait, etc., qu'il a même toqué chez lui une fois et ça lui a fait trop peur. Donc, il a tout simplement déménagé pour pouvoir être tranquille et que sa famille ne retrouve pas son adresse. Il lui a servi toute une histoire larmoyante comme quoi il était maltraité dans son enfance, etc. Alors je sais pas si c'est vrai ou c'est faux, en tout cas ses parents ont démenti, ils ont également démenti le fait qu'il a été adopté, mais bon écoutez, voilà, c'est ce qu'il a raconté, et puis Samantha étant quelqu'un de très empathique, forcément elle était touchée par tout ça, et elle a craqué pour lui à cause en fait de toutes les histoires qu'il lui a racontées. Clairement. Mais passons maintenant à la deuxième hypothèse qui est la plus dingue. Puisque vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises, il y a tout le temps des retournements de situation dans cette affaire, c'est n'importe quoi. Nicolas aurait tué Mindy parce qu'il aurait découvert qu'elle n'était pas enceinte. En effet, au moment de l'autopsie, le médecin légiste a été formel. Mindy n'était pas enceinte au moment de sa mort. Elle a menti. Elle a menti à tous ses proches. Pourquoi ? On l'ignore. L'hypothèse de la police, c'est qu'elle aurait menti tout simplement parce qu'elle avait peur de perdre Nicolas, puisqu'elle était vraiment très 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 amoureuse de lui. Vous imaginez bien que pour qu'une femme aussi brillante ait pu gober tout ce qu'il lui racontait, c'est bien qu'elle était complètement aveuglée par son amour pour lui, et lui avait une véritable obsession pour le fait de devenir papa. Donc elle a peut-être eu peur de le décevoir. Une autre hypothèse qui n'a pas été évoquée, mais c'est moi qui me dit que c'est une possibilité, peut-être qu'elle était enceinte, qu'elle a perdu le bébé en début de grossesse, qu'elle a continué à faire croire qu'elle était enceinte, tout simplement, encore une fois, pour ne pas décevoir Nicolas. En tout cas, je vous rappelle qu'elle a été poignardée au niveau du ventre, et souvent la façon dont le meurtre se déroule, le mode opératoire, révèle des choses sur le mobile. Donc, les policiers disent qu'il lui a peut-être poignardé le ventre parce qu'il avait la haine
par rapport à son mensonge. Pareil pour le fait qu'elle a été décapitée et que sa tête a été enterrée. Encore une fois, on est sur un geste qui est pas nécessaire du tout. Il aurait pu simplement se débarrasser du corps normalement, là il la découpe, il enterre la tête. Il y a vraiment de la haine dans ce qu'il a fait. Donc la première hypothèse, il n'y a pas de haine, c'est juste que voilà, il a envie de changer de vie. Cette hypothèse-là, pour le coup, il y a de la haine. Donc ça pourrait expliquer pourquoi il s'est acharné comme ça sur son corps et pourquoi il a comme enterré sa tête et qu'il a laissé son corps comme ça sans tête, comme pour la déshumaniser. Je sais, vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'elle ait pu faire croire pendant 8 mois qu'elle était enceinte sans que personne ne capte rien? En début de grossesse, pourquoi pas? Mais 8 mois de grossesse, normalement, ça se voit à fond. On a un très gros ventre, il y a des symptômes, il y a plein de choses. Et elle vivait avec sa mère, qui a eu 3 enfants, qui sait comment ça fonctionne une grossesse, qui a pu lui demander est-ce que je peux voir l'échographie, des choses comme ça. Comment elle s'est débrouillée? Eh bien, je vais vous décevoir puisque je n'ai pas vraiment les réponses. C'est très frustrant. Malheureusement, les questions n'ont pas été posées et les gens sont restés très vagues. En fait, les parents de Mindy expliquent tout simplement qu'ils pensaient vraiment qu'elle était enceinte et qu'ils avaient l'impression que ça se voyait. Ils ont sous-entendu que le fait qu'elle était légèrement en surpoids pouvait laisser penser qu'elle était effectivement enceinte de 8 mois. Alors, il aurait fallu qu'elle soit sacrément obèse pour qu'il n'y ait aucune différence. Or, Mindy n'était pas si grosse que ça. Donc bon, j'ai pas trop compris leur explication, mais écoutez, c'est ce qu'ils ont dit. Malheureusement, j'ai eu beau regarder le procès, vraiment j'ai regardé tous les témoignages qui pouvaient être intéressants pour avoir des petites infos et pouvoir vous dire, mais rien du tout, puisque forcément, c'est pas le procès de Mindy, c'est le procès de Nicolas. Mindy, elle a rien fait de mal, donc on va pas l'enfoncer au tribunal en disant « ouais, elle a menti sur ça, ça, ça ». Donc ça a été évoqué brièvement. Voilà, les avocats ont simplement dit qu'elle n'était pas enceinte, qu'il y avait eu mensonge là-dessus, mais zéro détail. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quelle ampleur son mensonge a pris, mais pour le coup, ça serait un mobile très cohérent, encore plus cohérent que l'autre, je trouve, puisque Nicolas, comme je vous l'ai dit, avait une véritable obsession pour le fait de devenir papa. Il essayait déjà avec Heather, je vous ai dit qu'elle avait un SOPK, c'est une maladie hormonale qui rend assez difficile le fait de tomber enceinte, et il essayait de la forcer à prendre un traitement à l'époque. Elle refusait de prendre ce traitement pour tomber plus facilement enceinte, et c'était source de disputes entre eux. C'est une des raisons de leur rupture. Bon, il y en a plus que ça, hein. Heather explique que la raison principale, c'est tout simplement qu'ils n'étaient plus amoureux, mais lui a expliqué que voilà, les disputes à propos de son désir de paternité était quand même assez fréquente. Ils voulaient tellement être parents qu'ils ont même suivi un protocole pour voir si ils n'avaient pas des problèmes de fertilité, etc. Essayer de mettre quelque chose en place. Et juste après leur rupture, Heather a rencontré l'amour elle aussi, hein. Lui il était avec Mindy et elle a rencontré un autre homme et elle est rapidement tombée enceinte de cet homme-là. Et elle a dit qu'elle ne l'avait pas annoncé à Nicolas. Il l'a vu de lui-même, un jour où ils se sont revus, il a vu son ventre arrondi et elle a dit qu'elle a vu son visage qui s'est vraiment décomposé, comme s'il était blessé, qu'il souffrait énormément de la voir enceinte. Ça vous montre à quel point pour lui c'était important. Ensuite avec Mindy, comme je vous l'ai dit, ils essayent à nouveau d'avoir des enfants, ça ne fonctionne pas. Et puis on a Samantha, là aussi il a insisté pour avoir des enfants très rapidement, puisque le jour même de leur mariage, ou la veille ou le lendemain, enfin dans ces environs, ils ont eu un rendez-vous pour organiser leurs essais bébés. Parce que quand on veut avoir un enfant, souvent c'est bien d'avoir un petit rendez-vous pour commencer à prendre des petits cachets, pour la santé donc de la maman et du bébé, arrêter sa contraception, discuter un peu avec la sage-femme ou la gynéco de tout ça, enfin bref. Donc ils ont fait ce rendez-vous-là vraiment autour de leur mariage. Ils voulaient déjà, Nicolas, être papa direct, quoi. On peut alors aisément imaginer que quand il a découvert que Mindy lui avait menti et que ça faisait 8 mois qu'il se projetait en tant que papa pour rien, et il a pu être blessé et réagir en pétant complètement un câble et en la tuant. En interrogatoire, Nicolas ne prend pas d'avocat, après tout il est avocat lui-même, donc il semble bien coopérer avec les policiers, en tout cas il répond à leurs questions, mais bon, il répond toujours en racontant n'importe quoi et en parlant de Jim McIntyre, qui est sa réponse à tout. Jim McIntyre, qui je vous le rappelle, n'a jamais été retrouvé et qui d'ailleurs n'a jamais été vu par Betty et Frank, hein. Eux-mêmes disent... on entendait parler de lui tout le temps, mais on l'a jamais vu. Et toutes les communications par rapport à leur sécurité, etc., se faisaient par email. Donc ils n'ont jamais rencontré personne.
C'était vraiment Nicolas qui faisait le relais, bien évidemment. Au procès, sans surprise, il plaide non coupable. Cette fois, il est accompagné d'un avocat, mais fait très rare pour un procès pour meurtre, il décide de témoigner. Encore une fois, il est avocat, donc on comprend pourquoi il a fait ce choix. Et pour le défendre, son avocat le dépeint comme une victime, comme un homme, brillant, avec une carrière très impressionnante, qui a reçu des médailles, qui est un vétéran de l'armée, enfin quelqu'un vraiment de respectable, qui a été victime de ce fameux Jim McIntyre, qui l'a fait vivre dans la terreur, qui l'a manipulé, etc. Et cette fois, Nicolas change un peu sa version des faits, puisqu'il ne dit plus que Jim McIntyre était un agent du FBI, il dit que c'est ce qu'il croyait au début, mais qu'il a découvert par la suite qu'en fait, il s'agissait de l'actionnaire majoritaire de son entreprise qui, je vous le rappelle, n'existe pas non plus, et malgré tout, il a quand même décidé de continuer à écouter tout ce que lui disait cet homme. Je vois pas pourquoi on écouterait un actionnaire qui n'y connaît rien, mais bon, voilà. C'est la version des faits qu'il a servi au tribunal. Concernant Mindy, il n'a pas vraiment d'explication à donner. Il continue de dire que selon lui, elle est morte à l'hôpital. C'est en tout cas ce que le médecin lui a dit. Donc il accuse implicitement le médecin d'être responsable de quelque chose puisque c'est lui qui lui a dit ça. Il continue en fait sur cette même version des faits et il dit que de toute façon, il ne peut pas être responsable de sa mort puisqu'il n'a jamais levé la main sur une femme et que de toute façon, il a peur du sang. Donc il ne voit pas comment il aurait pu la démembrer. Pourtant, les preuves ne manquent pas. Alors certes, on n'a pas retrouvé son ADN sur le corps ou sur les preuves, mais on a quand même des choses assez solides. On a notamment une vidéo de lui en train d'acheter le couteau qui a été retrouvé dans la forêt à côté du corps de Mindy. Et on a même une belle photo de lui avec le couteau sous le bras. Mais il se défend tout simplement en disant avoir acheté ce couteau afin de faire du bricolage dans le Airbnb. Il y avait une moustiquaire un peu mal installée qui pendait un peu. Ça l'énervait, il a voulu la remettre en place. Il avait besoin d'un objet long et fin. Il s'est dit qu'un couteau ferait l'affaire. Et voilà pourquoi il a acheté ce couteau. Le fait qu'il ait été retrouvé dans la forêt, il ne comprend pas, c'est sûrement Jim McIntyre. C'est toujours Jim, ce bon Jim, il a bon dos. Il a également acheté un kit de chasse alors qu'il n'a jamais chassé de sa vie. Un kit qui est censé servir à découper un cadavre de cerf, et il explique tout simplement que c'était un cadeau pour Matthew puisque Noël approchait et Matthew, le petit frère de Mindy, est chasseur. Donc c'était un cadeau pour lui faire plaisir. Voilà, rien à voir avec le démembrement. La police estime que la mort de Mindy est survenue dans la maison. C'est là qu'elle a été poignardée puisque du sang lui appartenant, du sang ayant été nettoyé, mais du sang quand même, a été retrouvé sur le sol, sur le mur, sur le futon et sur un tapis. Il y avait pas mal de sang d'ailleurs sur le tapis, donc il se demande s'il n'a pas enroulé le corps de Mindy dans ce tapis après pour l'emmener dans la forêt. En tout cas, voilà, l'hypothèse, c'est qu'elle a été tuée donc dans le Airbnb qu'elle partageait avec lui et ses parents. Par contre, le sang n'a pas été retrouvé en assez grande quantité pour que le démembrement ait eu lieu dans la maison. Donc l'hypothèse de la police, c'est que le démembrement a eu lieu dans la forêt. En effet, l'analyse du GPS de la voiture de Nicolas a montré qu'il s'était bien rendu à cet endroit-là et qu'il y avait passé 2 heures avant de repartir. Sur le trajet, il y a également une caméra qui a filmé sa voiture en train de passer, la caméra d'une petite station-service. Donc on est sûr et certain qu'il s'agissait bien de lui et de sa voiture. Il avait éteint son téléphone en pensant qu'on ne pourrait pas le retracer, mais il n'a pas pensé au GPS de sa voiture. Il faut savoir qu'elle a été retrouvée dans un endroit très isolé, vraiment, il n'y avait absolument aucune raison que Nicolas se trouve à cet endroit. Donc ce qu'il explique, c'est que, encore une fois, c'est Jim McIntyre qui l'avait envoyé là-bas dans la campagne, puisqu'il devait récupérer un chèque auprès d'un homme qui vivait dans une maison par là-bas. Chèque qui n'a jamais été retrouvé puisqu'il a brûlé dans sa voiture. Et oui, ça c'est encore une autre histoire que je ne vous ai pas racontée. Pendant qu'il était en couple avec Samantha, sa voiture, donc la voiture qu'il avait déjà au moment de la mort de Mindy, a brûlé. Donc il a expliqué que tout simplement elle s'est mise à sentir le brûler comme s'il y avait un souci, puis qu'elle a pris feu. D'ailleurs, il avait quelques brûlures légères au visage carrément, donc il a vraiment joué le jeu à fond. Mais fait étrange, ensuite Samantha forcément lui demande est-ce que tu as pris des photos pour l'assurance ? Bah non, il n'avait pas pris de photos et il n'a jamais contacté l'assurance.
très bizarre quand même. Et il s'est bien évidemment servi de cet incendie pour expliquer que plusieurs des affaires n'ayant pas été retrouvées ont été détruites dans l'incendie de la voiture. C'est pratique quand même. Nicolas a également acheté une pelle. Les policiers ont également retrouvé des preuves de ça, puisqu'à chaque fois, non seulement il paye par carte bancaire, mais en plus, il achète ça dans des grands magasins truffés de caméras. Donc forcément, on a des images en 4K de lui avec les objets sous le bras, donc il est obligé de l'admettre. Il dit oui, j'ai bien acheté cette pelle, mais c'était encore une fois pour faire du bricolage au Airbnb. Il a expliqué qu'ils avaient un problème de moustiques et qu'il a constaté que ça provenait du vide sanitaire, donc sous la maison, et il avait acheté cette pelle pour creuser un peu le vide sanitaire, aller regarder exactement d'où venait le problème et le régler, puisqu'il n'en pouvait plus de ces moustiques-là. Donc, cette pelle n'a pas du tout servi à enterrer la tête de Mindy, c'était pour le bricolage, voilà. On y croit, c'est très convaincant. Surtout que le Airbnb dans lequel il logeait coûtait 4500 $ par mois. Je pense qu'à ce prix-là, quand on a un problème de moustiques, le premier réflexe, c'est d'aller se plaindre au propriétaire et lui dire de régler ça rapidement et pas d'aller faire des travaux soi-même et acheter du matériel encore pour régler le problème. Son témoignage est assez frustrant finalement puisque tout le monde s'attendait à ce qu'il se fasse cuisiner à fond par les avocats, mais ce n'est pas le cas. Ils lui ont posé des questions assez random. Ils l'ont laissé donner ses explications et en fait ils ont justifié ça en disant que de toute façon vu qu'il raconte n'importe quoi il s'enfonce tout seul, qu'il n'y avait pas forcément la nécessité d'aller le pousser dans ses retranchements etc. puisque tout ce qu'il a raconté est tellement loufoque que les jurés par eux-mêmes ont vu que c'était n'importe quoi, puisque encore une fois, même au procès, il ressort cette carte de Jim McIntyre alors qu'il n'y a aucune preuve que ce type existe. C'est pas moi, je sais pas, c'est Jim McIntyre, ça n'a aucun sens. Au final, la stratégie des avocats de l'accusation a été payante. Ils ont vu clair dans le jeu de Nicolas, contrairement à ses proches, ils n'ont rien cru de ce qu'il racontait. Ils l'ont déclaré coupable de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui et il a été condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Comme l'a très justement dit l'accusation au cours du procès, la mort de Mindy a été comme un pavé dans la mare qui a éclaboussé tout un tas de monde autour, puisque Mindy n'a pas été la seule victime dans cette affaire. Forcément, elle est la première victime, une femme brillante, joyeuse, qui a perdu sa lumière aux côtés de Nicolas, qui s'est retrouvée terrée chez elle, terrifiée pendant des années. Elle a mis sa vie de côté, sa carrière, tout pour lui, parce qu'elle le croyait, parce qu'elle avait confiance en lui. Et elle est morte entre ses mains. Puis il a jeté son corps dans la forêt comme si c'était un déchet. Ensuite, on a sa famille, ses parents, ses frères, qui eux aussi ont été trahis par Nicolas, qui leur a menti, qui les a bernés, qui a ajouté de la souffrance à la souffrance, et qui les a empêchés pendant toutes ces années où ils se cachaient tous dans la maison de profiter de moments purs, de moments de joie avec leur fille. Les dernières années avec leur fille ont été des moments de stress, d'angoisse. Ils ont vu leur fille être mal. Une pensée également pour les autres femmes de la vie de Nicolas. Et tout d'abord Heather, sa première femme, puisqu'elle est très mal depuis ce meurtre, elle se sent coupable. Elle pense que si Mindy a été tuée, c'est peut-être à cause de l'argent que Nicolas lui devait. Comme je vous l'ai dit, c'est une des hypothèses qu'il aurait fait ça finalement pour ne pas avoir à lui donner cette somme d'argent, pour ne pas être rattrapé par la police. Du coup, elle a l'impression que c'est de sa faute à elle, qu'elle aurait peut-être dû laisser tomber cet argent pour sauver Mindy, mais elle ne pouvait pas savoir, bien évidemment, la pauvre, elle se sent coupable, mais elle ne devrait pas. Surtout que c'est elle qui a reconnu Mindy sur le portrait diffusé par la police, donc elle a quand même aidé à l'enquête. Et elle a dit que même si elle ne connaissait pas Mindy, elle a été très touchée par sa mort. Et surtout qu'elle avait le même âge qu'elle, donc elle a trouvé ça vraiment très triste. Et puis bien sûr, on a aussi une pensée pour Samantha, sa troisième et dernière femme, qui a témoigné contre lui au procès en pleurs. Elle avait l'air vraiment très très mal. Elle a expliqué qu'elle était complètement traumatisée, qu'elle a comme la sensation que Nicolas a abusé d'elle, qu'en fait si elle avait su toute la vérité, elle aurait jamais eu de rapport avec lui, physique ou même intime, amoureux, quoi que ce soit. Donc elle a l'impression comme qu'il a profité d'elle, elle se sent dégoûtante.
et elle a vraiment un gros traumatisme depuis sa relation avec lui. Elle a énormément insisté sur le fait qu'elle aussi a été sa victime, qu'il lui a menti de A à Z et qu'elle n'était absolument pas au courant qu'il était avec Mindy, qu'elle était toujours en vie au moment où ils ont commencé à parler, sinon elle n'aurait pas poursuivi la relation. D'ailleurs, il y a eu des preuves, des SMS, des messages qui ont été diffusés au procès. On a bien vu qu'elle disait la vérité et que c'était Nicolas qui mentait. Et puis qui sait, Samantha aurait pu être également une victime de Nicolas dans le futur. Une pensée aussi pour les anciens collègues de Nicolas qui eux aussi ont été trompés, il leur a menti, il leur a aussi raconté cette histoire de Jim McIntyre, ils l'ont cru. D'ailleurs, j'ai une pensée encore plus forte pour sa collègue qui lui a prêté les 198 000 $ qu'elle n'a jamais revus, la pauvre. Elle s'est sentie elle aussi trahie par toute cette histoire. Et puis une pensée bien sûr pour les amis de Mindy, ses copines dont elle était si proche, qui ont perdu de beaux moments avec elle, elle aussi, puisque Mindy se cachait, et qui auraient pu vivre encore de très belles aventures avec leurs copines et qui n'ont pas pu le faire. Et pour finir, une pensée pour les hommes qui ont découvert le corps de Mindy dans la forêt, ce qui les a traumatisés. Et puis bien sûr pour les policiers qui eux aussi ont découvert le corps et qui ont fait tout leur possible pour rendre sa dignité à Mindy. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire complètement folle. N'hésitez pas également à liker et à booster ma vidéo si vous l'avez appréciée. Et je vous rappelle que vous avez, grâce à mes 2 codes, des promotions hyper intéressantes sur le site de Alara. Je vous assure que ce sont des vêtements géniaux dans lesquels on se sent hyper bien et qui sont super beaux. Le premier code, c'est le code Jess8 qui vous donne droit à 20% de réduction sur toute la collection. Et ensuite, vous avez le code Jess9 qui donne droit à 10 € de réduction à partir de 99 € d'achat sur le site français.